Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors, journée spéciale, on avait prévu depuis un petit moment sur notre planning une vidéo sur l'Euro et le parcours de l'équipe de France. Alors, la France peut-elle gagner cet Euro 2021? On va essayer de répondre à la question. Alors, nous sommes mercredi, nous sommes au lendemain de la liste des 26 de Didier Deschamps avec le coup de tonnerre du retour de Karim Benzema, hein, bien sûr, on en reparlera plus longuement au cours de cette vidéo, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qu'on n'avait pas vu venir. Donc on en reparlera longuement dans notre analyse. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de l'historique de l'équipe de France dans l'Euro. Alors, cette équipe de France, elle a déjà brillé dans la compétition avec 2 victoires. Donc, vous avez la génération Platini qui a gagné l'Euro en 1984, l'Euro 84 qui était en France à la maison, avec une victoire en finale contre l'Espagne, et les plus anciens se souviendront peut-être sans doute d'Arconada, le gardien espagnol devenu tristement célèbre pour sa boulette en finale sur le coup franc de Platini. Deuxième victoire, alors là, je pense que tout le monde s'en rappelle, pas besoin d'être très vieux. Elle est plus récente, c'est bien sûr la victoire de l'Euro 2000, la génération Zinedine Zidane, et cette finale contre l'Italie incroyable, hein, avec l'égalisation de Sylvain Wiltord dans le temps additionnel et le but en or de David Trezeguet. Donc, quand on avait battu l'Italie en 2000. Alors ça, c'est pour les victoires. Il y a également des compétitions où on a eu un petit peu moins de chance dans l'Euro. Ça a notamment été le cas lors du dernier, hein, 2016, l'Euro en France, et défaite en finale contre le Portugal en prolongation au Stade de France. Mais au final, une défaite qui s'est révélée être une grosse répétition générale avant le titre de champion du monde de 2018 que nous avons été chercher. On peut également se rappeler d'une demi-finale de l'Euro en 1996, donc la France qui avait perdu au tir au but contre la République tchèque. Là aussi, c'était 2 ans avant le titre de 98 pour une petite mise en place. Donc j'ai envie de dire que pour l'équipe de France, les enjeux sont assez simples. Après avoir gagné en 98 et en 2000 sur le terrain, on a Didier Deschamps qui peut refaire le doublé 2018-2020 sur le banc. Alors, on va pas faire de langue de bois, hein, on va répondre très vite à la question. Donc, bien évidemment, les Bleus peuvent gagner cet Euro 2021, ne serait-ce que parce qu'ils ont été finalistes de la dernière édition et qu'ils sont champions du monde en titre. Mais attention, parce que la route est encore très longue jusqu'au trophée. Donc, dans un deuxième temps, nous allons maintenant parler bien évidemment du groupe, hein, donc la liste des 26 joueurs de l'équipe de France qui a été révélée hier soir par Didier Deschamps. Et je l'ai dit, hein, bien évidemment, la grosse news, c'est le retour de Karim Benzema après plus de 5 ans d'absence. Alors très honnêtement, hein, de vous à moi, moi-même j'y croyais encore assez peu hier matin. Et petit à petit dans la journée, on a une rumeur qui a pris de l'épaisseur et qui a fini par devenir une réalité sur le coup de 20h30 dans le journal de TF1. Alors, la question que je me pose un petit peu personnellement, hein, c'est la même que celle qui a été posée par les journalistes, c'est savoir pourquoi maintenant. C'est vrai, quand on y pense, on a Deschamps qui aurait très bien pu rappeler Benzema en même temps que Rabiot, donc il y a quelques temps, pour le faire participer aux éliminatoires et retrouver un petit peu ses marques dans l'équipe. Mais si on y repense quand même, au-delà des performances de Benzema, il y a peut-être certaines raisons qui font que ça a pu être le moment. Si on regarde un petit peu les attaquants de l'équipe de France, on a Giroud qui, même s'il n'a jamais déçu en équipe de France, n'a joué que des bribes de match depuis 2 ans. Donc on peut quand même se poser la question du rythme. On a Mbappé qui a quand même beaucoup tiré sur la corde depuis 2 ans lui aussi, et qui lui, à l'inverse de Giroud, n'a quasiment pas arrêté de jouer et qui a quand même régulièrement des petites alertes physiques.
Antoine Griezmann, pour qui le climat n'a pas toujours été au beau fixe du côté du Barça. Et on a Martial, Deschamps en a parlé, qui n'a pas pu se remettre à temps de sa blessure et qui est donc absent de la liste. Donc au final, sans Benzema et avec tous les petits problèmes que je viens d'évoquer, on aurait eu en backup que Wissam Ben Yedder qui n'a encore jamais eu de match référence avec les Bleus. Et après, bah, c'était uniquement des ailiers comme Coman ou Dembélé. Donc on sait que Deschamps est un entraîneur qui a toujours mis le collectif au-dessus des problèmes et des individualités, et je pense qu'il a voulu se donner une assurance supplémentaire avant de se lancer dans le tournoi. C'est à mon sens une des principales raisons de ce retour de Karim Benzema. Alors à partir de là, comment l'intégrer dans cette équipe? Alors, on a Didier Deschamps qui compte un certain nombre de cadres dans cette équipe de France qui ne l'ont jamais lâché, qui font ce qu'il faut dans les grands moments. C'est ce que j'appelle les cadres, la colonne vertébrale de cette équipe de France. Donc, c'est Lloris dans les buts, qui est capitaine, Varane dernière pour tenir à la défense, le double pivot Pogba et Kanté, et Antoine Griezmann. Alors, on peut bien sûr imaginer, hein, et on en a parlé dès hier soir, une attaque Kylian Mbappé, Karim Benzema avec Griezmann derrière eux en meneur de jeu, hein, ce serait quand même assez incroyable. Et on retrouverait du coup Olivier Giroud dans un rôle de remplaçant dans lequel il a montré qu'il pouvait être super efficace avec Chelsea dans cette configuration-là. Alors, donc maintenant qu'on a dit ça, on va quand même regarder un petit peu le groupe dans le détail. On va parler un petit peu des autres joueurs. Donc première info, pas de grosses blessures hein, du côté de l'équipe de France, à part Anthony Martial qui a dû déclarer forfait. Mais on a d'autres équipes qui sont déjà fortement impactées. On a vu que la Suède, pour le retour de Zlatan, il était déjà forfait, blessé. Donc nous, du côté des Bleus, on est plutôt chanceux pour le moment. Pas de grosses blessures. Alors, regardons un petit peu ligne par ligne. Pas de surprise du côté des gardiens, Yoris Mandanda et Mike Maignan. Côté de la défense, donc a priori, on a une défense titulaire avec Lucas Hernandez à gauche qui peut passer dans l'axe si besoin. Une charnière centrale avec Kipembe et Varane et Benjamin Pavard à droite. Alors, au niveau des doublures, donc on a Lucas Digne qui serait la doublure côté gauche. Trois défenseurs centraux avec Koundé, hein, première fois qu'il est appelé l'un des meilleurs défenseurs en Espagne cette saison. Donc petite surprise, mais d'un autre côté, pas vraiment, parce que je pense que l'arrivée de Koundé dans l'équipe, c'était vraiment qu'une question de temps. Clément Lenglet qui est toujours là, Zouma qui a été rappelé, et Dubois, arrière droit. Donc c'est-à-dire que Deschamps a fait un choix, il a écarté un peu la jeunesse, il a pris Koundé, mais par exemple Upamecano et Wesley Fofana ne sont pas là. Il a également écarté Théo Hernandez, dont on parlait un petit peu ces derniers jours, et Ferland Mendy qui a priori doit être un peu juste physiquement. Alors, on passe au milieu de terrain, là, bien évidemment, double pivot évident, je l'ai dit, colonne vertébrale de l'équipe, Pogba, Kanté. On rajoute à ça Tolisso, qui est un pari parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, mais qui visiblement a la confiance du staff. Moussa Sissoko, donc un soldat indéfectible de Didier Deschamps, hein, le genre de joueur de groupe que Didier Deschamps adore. On ajoute à ça Rabiot qui pourrait être titulaire à gauche dans un 4-2-3-1 qui est le schéma préférentiel de Didier Deschamps. Et Thomas Lemar qui semble avoir la confiance de Deschamps également puisqu'il a commencé les derniers matchs et qu'il a fait plutôt une bonne saison avec l'Atlético. Donc rayon des absents, les Rennais hein, qui ont été écartés, Nzonzi, Kamavinga et Ndombele que on ne retrouve pas dans cette liste non plus. Et bien évidemment, bah, on finit avec l'attaque, donc j'en ai déjà largement parlé. Ben Yedder, Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Mbappé, Marcus Thuram qui revient dans l'équipe qui avait été très bon pour ses premiers rassemblements, et les deux ailiers, Coman et Ousmane Dembélé. Alors, a priori, cette équipe de France, je l'ai dit, devrait jouer en 4-2-3-1, le schéma préférentiel de Didier Deschamps, ce qui signifie que nous aurions Benzema avant-centre, Griezmann meneur de jeu, donc un nouvel axe central dans le jeu de l'équipe de France,
Kylian Mbappé qui serait décalé sur un côté pour profiter de sa vitesse, probablement à droite puisqu'on aurait Rabiot titulaire du côté gauche. Alors maintenant, troisième partie, on va parler un petit peu de l'état de forme des Bleus en ce moment. Donc je vais vous détailler le bilan de cette équipe de France depuis le titre de champion du monde en 2018. Donc depuis cette période, c'est 28 matchs joués, 20 victoires, 5 nuls et 3 défaites seulement. Alors on va revenir très rapidement sur ces 3 défaites. On a une défaite 2-0 contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, une défaite toujours 2-0 en Turquie dans les éliminatoires de cet Euro 2021, et plus récemment, on a une défaite 2-0 dans un match amical anecdotique contre la Finlande, sachant que 3 jours plus tard, on a quand même les Bleus qui ont été gagnés 1-0 au Portugal, pour ce que tous les journalistes un petit peu spécialisés du foot ont appelé le match le plus important de l'équipe de France depuis la finale de la Coupe du Monde, donc ils avaient su réagir très vite. En éliminatoire, donc on a la France qui est arrivée première de son groupe avec 8 victoires, 1 nul et une défaite. Et en tout cas, au niveau de l'état de forme, ce qu'on peut dire, c'est que même si la France n'enthousiasme pas toujours forcément tous les observateurs, on a quoi qu'il arrive une équipe solide, une machine à gagner avec des stats qui sont malgré tout toujours là pour le prouver. Une équipe super en place défensivement. On a toujours la défense de la Coupe du Monde qui est toujours là. Une équipe qui connaît son système de jeu, un schéma qui est éprouvé. Donc, je l'ai dit, le schéma préférentiel de Deschamps, le 4-2-3-1. Même si on a eu certains essais tactiques d'ajustement un peu plus récemment, on ne sait jamais si des fois dans un match on a besoin de changer en cours de jeu. Donc on a vu un petit peu du 3-5-2, un milieu en losange, mais je le répète, hein, globalement les Bleus vont jouer en 4-2-3-1 avec Griezmann en meneur de jeu. Alors, on a Didier Deschamps qui gère très bien ce football de sélection, un très bon sélectionneur. Et si ça marche si bien pour les Bleus, c'est parce qu'il a su en faire quelque chose de très simple et efficace. Donc les principes, on les connaît, ils sont simples, c'est bien défendre, s'appuyer sur des cadres dont j'ai parlé pour maintenir en permanence un niveau de jeu minimum et une certaine culture de la gagne. C'est pour ça qu'on voit des joueurs qu'on n'attend pas forcément, mais les Sissoko, les Tolisso, ils sont là pour ça. Et bien évidemment, s'appuyer sur un jeu offensif avec des transitions rapides, notamment autour de Kylian Mbappé, ce qui serait encore renforcé si Mbappé venait à jouer sur un côté. Alors là, je pense qu'on profiterait vraiment à plein régime de sa vitesse et du jeu de transition en contre-attaque. Alors, nouvelle partie, on va maintenant parler du groupe de l'équipe de France. On en a longuement parlé, le groupe F. Alors, on a très souvent parlé un petit peu sur le ton de la plaisanterie triviale de la chatte à Didier Deschamps au moment des tirages au sort, hein. Mais cette fois-ci, pour une fois, la chatte à Didier Deschamps n'était malheureusement pour lui pas au rendez-vous, puisque les Bleus sont tombés dans le groupe F, le groupe de la mort. Donc, on le rappelle encore une fois, l'équipe de France, le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Donc, ce qui nous donnerait au niveau du calendrier, donc les 3 matchs des Bleus, on les rappelle, le 15 juin, les Bleus qui joueront contre l'Allemagne, qui sera à domicile à Munich. Le 19 juin contre la Hongrie, qui elle aussi sera à domicile du côté de Budapest. Et on finira le 23 juin contre le Portugal. Et là, on sera toujours à Budapest. Alors vraiment, un groupe pas commode du tout, mais à mon sens, si on peut le trouver quand même, un petit avantage. Ce petit avantage, c'est que je perçois pour moi le Portugal comme l'adversaire le plus dangereux de ce groupe. Et l'avantage, c'est qu'on va les jouer en dernier, donc on aura déjà un peu plus de visibilité sur la forme et la qualification possible de l'équipe de France. Surtout quand on sait que les 2 premiers de chaque groupe et les meilleurs troisièmes seront qualifiés. Donc on espère vraiment que les Bleus pourront aborder ce match détendu. Alors c'est un point fort, mais ça peut aussi être à double tranchant,
car on ne sait jamais. Imaginons que des points aient été perdus par l'équipe de France en amont de ce match, on pourrait se retrouver sous pression au moment d'aborder le dernier match contre l'adversaire le plus dangereux. Nous allons maintenant regarder les 3 matchs de poule de l'équipe de France en détail. Donc on attaque dans l'ordre et bien évidemment cette Allemagne-France du côté de Munich. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que les cotes sont très équilibrées. La victoire de l'équipe de France est à 2,80, le match nul à 3,10 et l'Allemagne à 2,60. Alors, on va quand même noter que, mine de rien, le retour de Karim Benzema a déjà influencé les cotes, puisque les cotes hier étaient plus hautes. La France était hier à 2,90, elle est déjà tombée à 2,80. Alors, donc sur ce match-là, cote équilibrée, mais pourtant, pour moi, on a une équipe qui ne rassure vraiment pas du côté de l'Allemagne ces derniers mois. J'ai même envie de dire ces dernières années, hein, quand on se rappelle de l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde en 2018. Alors, justement, depuis la Coupe du Monde, on a les 2 équipes qui se sont jouées 2 fois. C'était 2 matchs en 2018 en Ligue des Nations pour un match nul 0-0 et une victoire des Bleus 2-1 au Stade de France. Et à mon sens, cette équipe d'Allemagne, elle est toujours prenable avec notamment une défense aux abois qui prend beaucoup de buts. Si on regarde ne serait-ce que les résultats depuis le restart, les résultats post-Covid, post-premier confinement. Donc on a un match nul 3 partout contre la Turquie, donc 3 buts encaissés. Un match nul 3 partout contre la Suisse, donc à nouveau 3 buts encaissés, et surtout une défaite 6-0 contre l'Espagne qui avait fait énormément de bruit. Et au dernier rassemblement, ils ont perdu 2-1 à domicile contre la Macédoine dans un match de qualification pour la Coupe du Monde. Et alors, plus globalement, sur les 11 derniers matchs joués depuis le restart par l'équipe d'Allemagne, 8 fois l'équipe adverse a marqué contre les Allemands, avec une défense autour de Rüdiger ou de Emre Can qui ne donne vraiment pas satisfaction. En attendant les nouvelles d'un retour éventuel de Jérôme Boateng et de Mats Hummels, en attendant, cette équipe d'Allemagne, elle est vraiment friable derrière. Si on ajoute la forme des attaquants parfois sujette à caution, moi j'estime que cette équipe de France, elle a vraiment un bon coup à jouer contre les Allemands, comme en 2016 d'ailleurs à l'Euro, on les avait battus en demi-finale. Et pour ma part, je les vois gagner ce match avec une belle cote à 2,80, même si encore une fois, ça reste risqué et que c'est contre les Allemands en Allemagne. Moi, je pars sur les Bleus à 2,80. Passons maintenant au deuxième match, donc la France qui jouera encore un adversaire qui sera à domicile, la Hongrie à Budapest. Alors cette équipe de Hongrie, elle de son côté, elle est plutôt solide depuis le restart avec une seule défaite contre la Russie, mais il faut quand même noter qu'elle n'a pas joué des adversaires extraordinaires. Alors après, elle a quand même battu 2 fois la Turquie, ce qui ne fut pas le cas de l'équipe de France, on le rappelle. Elle a fait un beau match nul 3 partout contre la Pologne. Donc même si les Bleus sont bien évidemment largement favoris, on va quand même rappeler que ces Hongrois, c'est pas nécessairement des peintres non plus. Donc on va quand même faire attention à ne pas tomber dans le piège grossier d'une défaite ou d'un match nul contre la Hongrie. Pour ma part, ça devrait quand même passer pour les Bleus. Donc, on va quand même donner les cotes. La victoire des Bleus à 1,44, le match nul à 4,20 et la Hongrie à 6,50. Donc, il est clair que tout autre résultat qu'une victoire serait une grosse surprise. Et je vais aller dans ce sens-là. Pour moi, deuxième victoire des Bleus contre la Hongrie, donc qui assurerait, si la France gagne contre l'Allemagne, a priori la qualification en huitième de finale de cet Euro 2021. Alors passons maintenant au dernier match, donc ce fameux France-Portugal à Budapest. Alors celui-là, il est un peu plus difficile à pronostiquer puisque, comme je l'ai dit, on ne saura pas exactement quelle est la configuration du groupe, qui a besoin ou pas de prendre des points, et a priori peut-être que les Bleus seront ou pas déjà qualifiés. Quoi qu'il en soit, regardons un petit peu les cotes. Le Portugal est à 3,80, le match nul à 3,15 et l'équipe de France à 2. Donc cette équipe de France qui est quand même malgré tout toujours largement favorite.
Pour ma part, je vais partir sur autre chose, hein. Je ne vais pas m'aventurer, comme je l'ai dit, on ne connaît pas la configuration du groupe à ce stade. Donc je vais plutôt m'orienter vers un moins de 2,5 buts, cote à 1,47. Donc on sait qu'on a quand même deux équipes plutôt avec une bonne assise défensive qui, qui concentrent leur jeu sur la défense. Ce moins de 2,5 dans les gros matchs, il passe très souvent pour l'équipe de France. Et il est passé lors du dernier affrontement contre le Portugal, ce fameux match gagné 1-0 après la défaite contre la Finlande. Donc ça pourrait très bien être le cas de nouveau. Donc plutôt que le pari 1 and 2, je vais partir sur 7 under, le moins de 2,5 à 1,47. Donc si on résume mes trois paris pour les trois matchs de poule, ça nous donnerait une victoire contre l'Allemagne à 2,80, une victoire contre la Hongrie à 1,44 et le moins de 2,5 buts pour le dernier match contre le Portugal pour une cote à 1,47. Voilà, donc maintenant que nous avons fini avec, avec la phase de poule pour cette équipe de France, je me suis lancé dans un petit exercice de football fiction. Donc c'est toujours très très compliqué. On ne sait pas trop s'il y aura des surprises ou des nations qui vont décevoir, mais j'ai essayé un petit peu de me faire une idée sur le parcours possible de cette équipe de France. Alors, on est parti du principe que la France arrive première de ce groupe F. Donc, dans ces cas-là, elle jouerait contre un troisième. Alors, en plus, on ne sait pas trop, puisque les troisièmes qualifiés sont ceux qui ont le plus de points. Donc, la France pourrait jouer contre le troisième du groupe A, du groupe B ou du groupe C. Donc, ce qui nous donnerait éventuellement un huitième de finale avec des équipes qui pourraient être soit le Pays de Galles, soit la Suisse, soit la Russie, soit l'Autriche. En tout cas, très compliqué à dire, mais on aurait un match largement jouable pour nous du côté de Bucarest. Et si on se qualifie sur ce match-là, on aurait un quart de finale, à mon sens, d'après mon tableau, qui se jouerait contre la Pologne ou la Croatie. Deux équipes également largement à notre portée. Donc le premier pari qu'on peut imaginer, c'est une qualification des Bleus pour les quarts de finale. Donc la cote est à 1,50, ça reste relativement intéressant. Alors après, je l'ai dit, hein, toujours compliqué à imaginer, mais on aurait a priori un tableau assez dégagé jusqu'au niveau des demi-finales. Et là, en demi-finale, donc si on bat la Pologne ou la Croatie, si c'est bien une de ces équipes qui est qualifiée, on pourrait retrouver la Belgique ou l'Italie pour un match qui deviendrait très sérieux. Donc là, pour le coup, la cote de la qualification des Bleus en demi-finale est à 2,30. Alors à partir des demi, hein, tout peut se passer, il n'y aurait que des grosses équipes. Donc d'après mon tableau, on retrouverait la Belgique ou l'Italie avec une qualification éventuelle en finale contre, peut-être qu'on pourrait retrouver soit le Portugal, qu'on a joué donc en poule, soit l'Angleterre, deux équipes qui pourraient se retrouver dès les huitièmes de finale, dans un huitième de finale qui vaudrait très très cher. Donc quoi qu'il en soit, hein, pour répondre à la question, la France peut-elle gagner l'Euro ? Bien évidemment, oui, on peut sortir de ce groupe, je viens de le dire. On aurait un huitième de finale assez facile, un quart de finale largement abordable d'après mes prévisions contre la Pologne ou la Croatie. Et on se retrouvait dans le dernier carré, donc avec éventuellement la Belgique ou l'Italie en demi, et peut-être qui sortirait de l'autre côté du tableau, le Portugal, l'Angleterre, quelqu'un d'autre. En tout cas, la cote de l'équipe de France pour remporter l'Euro est à 5. Là aussi, elle a déjà baissé depuis le retour de Benzema dans l'équipe. Jusque-là, l'Angleterre était favorite avec la France à 6. Là, maintenant, nous sommes officiellement favoris de cet Euro 2021. Alors, la France peut-elle gagner l'Euro? Oui. Va-t-elle le gagner? Je n'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce retour de Karim Benzema en équipe de France, il ajoute quelque chose de très excitant dans ce tournoi. On a déjà hâte d'y être. Il va y avoir pas mal de piquants. En tout cas, il y a des enjeux qui se posent. On va avoir un Karim Benzema qui va vouloir prouver qu'il doit renouer le fil de son histoire avec l'équipe de France. On a Didier Deschamps qui va vouloir prouver qu'il ne s'est pas trompé en le rappelant
à ce moment-là. Donc, en tout cas, on a hâte d'y être. On va assister à quelque chose d'intéressant d'un point de vue footballistique. Donc, je vous ai donné toutes les codes qui me semblaient intéressantes. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à attendre un petit mois pour savoir ce qu'il en est. On a vraiment hâte d'y être. On va se retrouver très souvent, je pense, pendant la compétition avec toute l'équipe, Sarah et moi-même. Et un dernier petit mot, bien évidemment, pour conclure, ce sera allez les Bleus! En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à bientôt.